j'ai mal compris, mais il me semble que dorénavant, on va devoir expliquer cette conservation. En fait, sur ce point-là précis, de mon point de vue, rien ne change. C'est-à-dire que l'article 36 de l'informatique et liberté, sur laquelle on s'appuyait, qui expliquait qu'on pouvait conserver les données au-delà de la durée de conservation initiale à des fins historiques, statistiques, scientifiques, a été modifié pour s'adapter au RGPD, en incluant les traitements à des fins archivistiques. Mais la justification à donner sera la même qu'avant, c'est-à-dire qu'on estime que ça a un intérêt historique ou une utilité administrative secondaire, voilà, les deux cumulés parfois. Donc je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller au-delà. Mais effectivement, il faudra peut-être formaliser, notamment dans ce fameux registre des opérations de traitement. Vous allez être interrogé par les DPO de vos organismes pour alimenter ce registre. Et là, il va falloir préciser quel type de traitement de quel type de traitement vous êtes responsable et comment vous les gérez. Et la collecte est un traitement. Mais ça sera uniquement rappeler les fondamentaux de notre métier. En complément, je dirais qu'on va modifier, nous, de notre côté, notre politique d'archives pour préciser ces éléments et donc reprendre quelques grands thèmes pour l'intérêt historique de notre histoire de groupe. Hein. À la fois le placer dans une dimension nationale aussi, puisque c'est un groupe ancien. On a donc une dimension nationale, on a une dimension aussi territoriale, on a une dimension sociétale avec nos retraités, avec les salariés, familles de salariés. Et donc, en fait, on va isoler, on va reprendre on va essayer de se rattacher aux grands thèmes déjà évoqués, mais on va surtout les faire monter et les documenter, et écrire derrière, effectivement. On va le faire parce que nos juristes pensent qu'effectivement, ça va être un problème, non pas, c'est pas un problème en soi, mais si on ne l'a pas expliqué, ça en devient un. Et en fait, ils se rendent compte que quand moi je suis allé voir, je leur ai dit que ce sont des archives historiques, ils m'ont dit, so what? Ce sont des archives historiques, et alors? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Parce que si c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, à partir de là, vous chargez à fond oui, c'est l'expression. Si vous chargez à fond, oui aussi, oui pour la paire. Mais enfin bref, merci de cette passerelle. Il y a plus exactement. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, le principe, c'était effectivement d'identifier ces grandes dimensions, mais surtout de creuser les thèmes et de les argumenter. En fait, ils sont tout à fait en phase avec ça, mais archive historique ne suffit plus. Ça, c'est un mot qui est revenu et ils veulent vraiment profiter de ce RGPD pour préciser les choses, les documenter. Pas dans une question de méfiance, mais simplement pour que nous, on traduise beaucoup plus les choses et être à l'aise avec le sujet, ne serait-ce que pour nous préparer, parce que le jour où on aura une intervention de la CNIL, on devra aller au-delà du mot archive historique. Donc si on n'a pas notre mémo sous la main, ça ne va pas marcher. Donc on travaille ces sujets-là, et notamment il y a toute cette dimension sociétale qui revient bien, parce qu'effectivement on a des dizaines de milliers de salariés, mais des dizaines de milliers de familles, etc., qui viennent visiter nos usines, enfin bref. Donc il y a cet impact sur le territoire qui est très fort, et de fait c'est assez reconnu comme étant une des qualités enfin en tout cas une des nécessités qui font qu'on doit conserver ces archives historiques. Voilà, donc on va probablement en isoler 4-5 comme ça, qui vont se rapprocher à ce qui existe déjà, et puis rajouter probablement ce 6e. Voilà. Mais j'ajouterais simplement qu'il faut que vous soyez prêt à développer cet argumentaire en cas de contrôle de la CNIL. Pourquoi voilà. Je voulais juste préciser à ce sujet quand même que précisément le cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage des archives en 2014 donnait précisément une grille qui visait à inviter les archivistes, au-delà des circulaires, à réactiver aussi leur réflexion vis-à-vis de la sélection historique. On ne sélectionne pas comme ça normalement, donc précisément tout est dans tout, et c'est quand même ça aussi qui est bien et qui a une certaine cohérence dans notre métier, hein, c'est que justement la sélection finalement rejoint également la question du RGPD en ce qu'il faut bien que nous réaffûtions nos arguments scientifiques sur l'utilité de conserver telle ou telle chose. Voilà, donc je l'indique juste, mais pensez aussi la grille qui est en annexe du cadre est une bonne façon de penser quand c'est pas évident ou quand il n'y a pas une raison juridique vraiment évidente ou de droit ou d'histoire à pourquoi il faut conserver quelque chose. Et elle peut servir comme base de réflexion aux archivistes qui ne sont pas soumis à cette réglementation des collectivités publiques, mais ça peut donner un peu des critères de réflexion. Oui, normalement, elle était destinée on l'avait mis par prudence qu'aux archives publiques, mais effectivement, c'est un document de réflexion professionnelle plus large.
le principe aussi qui nous a été évoqué, mais c'est ce qu'on revoit dans toutes les entreprises, c'est que les juristes, enfin tout juge se référera à la pratique. Donc c'est vrai que le fait que ce type de document existe dans le secteur public fait que normalement une entreprise, même si elle n'y est pas soumise, à la limite doit s'y conformer parce que c'est la bonne pratique, parce que nous sommes sur la F 2200 personnes, le quart archiviste d'entreprise, les 3 quarts archivistes publics, donc par défaut, on doit essayer quand même de suivre ce qui se fait dans la grande pratique de notre métier. Et si effectivement c'est fait dans le public, on doit, dans la mesure du possible, s'y conformer. Mais ce n'est pas une règle absolue, mais effectivement c'est une référence. Donc chez Ernst & Young, typiquement, c'était le Code du patrimoine que nous citions en première page de nos procédures. Oui, c'est quand même complètement, ça peut paraître ahurissant au départ, mais c'est la bonne pratique de la majorité de la profession. Donc on doit au minimum s'y conformer. Le juge regardera d'abord en priorité cet élément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je me fais le porte-parole de Hélène Chamfort et Jean-Daniel Zeller avec qui nous... Ah, pardon. J'avais encore une question concernant les archives privées, donc c'est plus pour Bruno. Les archives privées qui sont données, pas déposées, hein, données dans les services publics d'archives, on en fait quoi du coup? Alors, elles restent privées, elles ne sont pas archives publiques. Par contre, il y a un article du Code du patrimoine qui permet aux services publics d'archives d'accueillir des archives d'origine privée par voie de dons, dépôts, legs, etc. Et du coup, elles entrent dans le cadre des traitements archivistiques dans l'intérêt public grâce à l'article de mémoire L213-4 ou 5 ou 6. En collectivité aussi, la complexité, c'est que on a aussi nos interlocuteurs, ce qu'on appelle nos satellites, nos délégateurs de services publics, qui sont des fois importants, des grosses structures, dans des grosses collectivités métropolitaines en particulier. Et ce qui veut dire qu'on a aussi, alors autant on peut faire le travail avec notre direction des ressources numériques et notre DPO dans le cadre de notre collectivité, mais ça veut dire qu'on fait aussi ce travail-là avec chacun de nos délégataires de services publics qui, eux, ont chacun leur système d'information et chacun leur DPO.